What is that? Stay in your seats, everybody. Stay quiet. It's just standing there. I see it. Don't look up. Just hold still. Derek Paulson n'oublierait jamais le son du premier rocher heurtant le pare-brise. L'explosion ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu, ni à un accident de voiture, ni à la chute d'un arbre, ni à quoi que ce soit auquel son esprit aurait pu le préparer. C'était le bruit de la pierre, rencontrant le verre à vitesse terminale, un craquement sec suivi immédiatement par le tintement en cascade d'un millier de fragments de verre de sécurité se séparant de leur film adhésif et jaillissant vers l'intérieur comme une pluie cristalline. Le pare-brise tout entier, qui quelques instants plus tôt était une barrière transparente entre Derek et la route de montagne, se transforma soudain en une toile d'araignée opaque de fractures qui obscurcit complètement sa vision. Mais pire que le bruit du verre brisé, il y eut le hurlement du métal lorsque l'impact du rocher transféra son énergie cinétique à travers la carcasse du bus, faisant plier et tordre les éléments de structure bien au-delà de leurs limites de conception. Le bus frissonna comme une créature vivante en proie à la douleur, et Derek sentit cette vibration remonter le long du volant jusque dans ses mains, ses bras, sa poitrine, où elle sembla faire bégayer son cœur. La soudaine sensation d'apesanteur, lorsque le bus fit une embardée vers le bord de la falaise, fut la terreur la plus primaire que Derek ait jamais ressentie. Son oreille interne, ce système ancien qui maintient les humains droits et orientés, enregistra immédiatement l'anomalie. Le plancher n'était plus à l'horizontale. Le monde n'était plus stable. La gravité, qui avait été une amie constante le pressant de manière fiable dans son siège, devint soudain une ennemie l'attirant vers la mort. Son estomac tenta de lui remonter dans la gorge. Ses mains agrippèrent le volant avec une force écrasante, les jointures blanches, les tendons saillants comme des câbles d'acier sous la peau. Il essaya de corriger la trajectoire, de tourner à gauche, d'essayer de faire quelque chose, n'importe quoi, mais le bus ne répondait pas comme il aurait dû. Un élément fondamental de la liaison mécanique entre le volant et les roues avant avait été endommagé ou détruit, et ses manœuvres ne produisaient que des réactions lentes et inadaptées. Il n'oublierait jamais le visage qu'il aperçut sur la crête en contre-haut. Pendant un bref instant, se découpant sur le soleil de l'après-midi qui amorçait sa descente vers les sommets de l'ouest, une silhouette fut visible, que le cerveau de Derek refusa d'abord de reconnaître. Elle était trop grande pour être un ours se tenant debout, trop large pour être un humain. Même en tenant compte d'épais vêtements d'hiver, sa posture trop déterminée pour être une souche d'arbre, une ombre, ou l'une des autres explications rationnelles que son esprit lui proposait frénétiquement. La silhouette mesurait peut-être 2,40 mètres, voire plus, avec des épaules si larges qu'elles en paraissaient presque grotesques. Le corps était couvert d'une fourrure sombre qui ondulait dans la brise montagnarde. Et même à cette distance, même à travers le pare-brise brisé et sa propre panique grandissante, Derek pouvait voir la musculature sous cette fourrure, pouvait voir le jeu des muscles qui suggérait une force terrible. Mais ce sont les yeux dont Derek se souviendrait le plus nettement, qu'il verrait dans ses cauchemars pendant des années. Ils étaient petits par rapport à la tête massive, profondément enfoncée sous une arcade sourcilière proéminente qui donnait au visage une expression de colère perpétuelle. Et ils observaient le bus avec une intensité concentrée, avec une conscience claire, avec quelque chose qui ressemblait de manière troublante à de la satisfaction. Ce n'étaient pas les yeux d'un animal effrayé, c'étaient des yeux d'un prédateur qui avait réussi à piéger sa proie. Au cours des 47 secondes qui s'écoulèrent entre le premier impact et le moment où le bus s'immobilisa, Derek Paulson connut toutes les nuances de terreur que l'esprit humain est capable de traiter. Il y eut le choc initial, cette fraction de seconde où le cerveau n'a pas encore compris ce que les sens rapportent, où la réalité semble s'arrêter pour offrir un dernier moment d'innocence avant que tout ne change. Il y eut la prise de conscience,
l'horrible clarté de la compréhension de ce qui se passait et de ce que cela signifiait, le moment où « c'est une urgence » devint « je vais mourir ». Il y eut la tentative désespérée et frénétique de redresser la situation, la montée d'adrénaline qui semblait ralentir le temps et aiguiser les sens de manière surnaturelle, la conviction que s'il essayait juste assez fort, était assez habile, assez fort, il pourrait d'une manière ou d'une autre inverser les lois de la physique qui les entraînaient vers le vide. Il y eut l'acceptation, froide et définitive, lorsqu'il réalisa que ses efforts étaient vains, que le bus allait tomber de la falaise, que tout le monde à bord était sur le point de plonger de 90 mètres sur les rochers et l'eau en contrebas, et qu'il ne pouvait absolument rien faire pour l'empêcher. Et enfin, de manière impossible, il y eut la faible lueur d'espoir qui vacilla lorsque le bus s'arrêta, lorsque les roues arrière s'accrochèrent à quelque chose et tinrent bon, lorsque la mort recula juste assez pour que la survie semble à nouveau possible. La créature qui avait lancé ces rochers ne se cachait plus. Derek le comprit avec une certitude absolue, bien qu'il n'aurait pas pu expliquer comment il le savait. Il existe des instincts enfouis au plus profond du cerveau humain, des vestiges de l'époque où nos ancêtres étaient des proies qui devaient interpréter les intentions des prédateurs à travers de subtils indices de posture et de mouvement. Ces instincts hurlaient maintenant à Derek, l'emplissant de la certitude que l'attaque était délibérée, intentionnelle, personnelle. La créature avait choisi de se révéler. Elle avait choisi d'attaquer ce véhicule particulier, à ce moment précis, à cet endroit précis. Elle chassait, et la chasse n'était pas une question de nourriture, de territoire ou de légitime défense. La chasse était une question de domination, d'élimination, et l'envoi d'un message écrit avec la violence et la terreur. Et lorsque le bus s'immobilisa enfin, ses roues avant, suspendues au-dessus d'une chute de 90 mètres dans le Snake River Canyon, dans un équilibre impossible qui ne pouvait durer que quelques minutes tout au plus, Derek réalisa avec une froide certitude que la chute de Pierre n'était pas la fin de leur cauchemar. Ce n'était que le début. La créature était toujours là, sur la crête au-dessus d'eux, observant toujours, maîtrisant toujours la situation. Elle avait la position dominante, l'effet de surprise, une force physique écrasante et l'avantage du terrain. Les humains étaient piégés dans une boîte de métal qui s'accrochait à peine à la terre, blessés, terrifiés et impuissants. La chasse n'était pas terminée. La créature était simplement en train de décider comment elle voulait achever ce qu'elle avait commencé. Ce qui s'est passé sur ce tronçon isolé de route de montagne dans l'est de l'Idaho entrait chaque survivant pour le reste de sa vie, mais personne ne les croirait jamais. Leurs histoires seraient rejetées comme des hallucinations dues au traumatisme, comme des erreurs d'identification de phénomènes naturels, comme le produit du stress, de la peur et de la tendance humaine à voir des schémas là où il n'y en a pas. Les preuves matérielles seraient interprétées de manière à soutenir le récit d'un éboulement accidentel et d'une erreur du conducteur, une tragédie causée par la malchance et des infrastructures vieillissantes, plutôt que par la violence délibérée d'une créature impossible. Et peu à peu, au fil des mois et des années, les survivants apprendraient à ne plus parler de ce qu'ils avaient vu, à accepter le scepticisme poli et les regards apitoyés, à garder leur vérité enfermée là où elle ne pourrait nuire ni à leur crédibilité ni à leur santé mentale. Mais savoir que personne ne les croyait ne rendait pas les souvenirs moins réels. Cela n'arrêtait pas les cauchemars. Cela n'effaçait pas la certitude, ancrée jusqu'à la moelle, que quelque chose de maléfique vivait dans ces montagnes, quelque chose qui tuait pour des raisons que les humains ne pouvaient comprendre. Aucune preuve matérielle ne subsisterait, à l'exception du verre brisé, du métal écrasé et des souvenirs traumatisés de gens ordinaires qui avaient rencontré quelque chose qui ne devrait pas exister. Les rochers éparpillés sur la route auraient pu venir de n'importe où, n'avaient rien d'inhabituel dans une région où les éboulements étaient fréquents. Les dommages causés au bus
pouvait s'expliquer par l'impact et la chute qui s'ensuivit, ne nécessitant aucun agent surnaturel pour justifier la nature des destructions. Les photographies de Tom Richardson, qui auraient dû être une preuve irréfutable, seraient corrompues au point d'être irrécupérables. Les fichiers numériques ne montrant que du bruit statique, là où la créature aurait dû se trouver. Et la forêt elle-même garderait ses secrets, ne montrerait aucune trace, aucune déjection, aucun échantillon de poils, aucune preuve ADN que les scientifiques pourraient analyser et confirmer. La créature se volatiliserait simplement dans la nature sauvage d'où elle avait émergé, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse acceptable. Voici ce qui s'est réellement passé le 14 septembre, lorsqu'un bus touristique régional transportant 16 passagers et un chauffeur a emprunté la route panoramique à travers les montagnes Sawtooth de l'Idaho et que quelque chose d'ancien et de malveillant a décidé qu'il s'était aventuré trop loin sur son territoire. C'est l'histoire qui aurait dû faire la une des journaux, qui aurait dû déclencher des expéditions scientifiques, des enquêtes gouvernementales et une réévaluation fondamentale des espèces qui pourraient partager ce continent avec l'humanité. Mais ce n'est pas cette histoire. Ce n'est qu'un souvenir, porté par 17 personnes qui ne se remettront jamais complètement de ce qu'elles ont vécu, qui ne pourront jamais faire comprendre à personne d'autre la profondeur de la terreur qu'elles ont ressentie, qui passeront le reste de leur vie à regarder par-dessus leur épaule en se demandant si quelque chose les observe depuis l'ombre. C'est la vérité que personne ne veut entendre. C'est ce qui s'est passé lorsque Derek Paulson a conduit son bus au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'un monstre a décidé de tous les tuer. Derek Paulson conduisait des bus touristiques dans les régions montagneuses de l'Idaho, du Montana et du Wyoming depuis 11 ans, et pendant ce temps, il avait accumulé plus de connaissances sur ces paysages que la plupart des résidents de longue date. À 42 ans, il avait parcouru plus de 640 000 kilomètres sur les routes de montagne, avait navigué à travers des blizzards, des orages et des vents assez forts pour pousser un véhicule de côté, avait fait face à des éboulements, des glissements de terrain et des routes qui semblaient s'effriter sous ses pneus. Il avait vu tous les types de passagers imaginables, des riches retraités dépensant l'héritage de leurs enfants, dans des aventures ultimes aux jeunes routards essayant de voir l'Amérique avec un budget serré. Il avait affronté toutes sortes de conditions routières que la région des Rocheuses pouvait infliger à un conducteur, de la glace si glissante que même les chênes offraient une traction minimale à la boue si profonde qu'elle pouvait engloutir un véhicule entier. Et il était fier de n'avoir jamais eu un seul accident à son actif, pas même un accrochage mineur sur un parking. Son bilan de sécurité était impeccable, une source de fierté professionnelle qu'il gardait jalousement. Derek était un homme imposant, 1,88 m avec de larges épaules qui remplissaient sa chemise d'uniforme et des mains calleuses qui portaient les marques du travail physique. Avant de devenir chauffeur de bus touristique, il avait travaillé dans le bâtiment pendant 8 ans, construisant des maisons et des structures commerciales dans tout l'ouest montagneux. Il savait lire des plans, utiliser des outils électriques, résoudre des problèmes pratiques avec les ressources disponibles. Ses compétences s'étaient bien transposées à sa profession actuelle, où les problèmes mécaniques sur des routes isolées exigeaient des solutions créatives et où la capacité à rester calme sous pression valait plus que n'importe quelle certification technique. Il avait le genre de présence physique qui inspirait confiance par sa seule existence, le genre de personne que l'on veut aux commandes en cas d'urgence. Les femmes le trouvaient séduisant d'une manière robuste et baroudeuse, bien que Derek soit célibataire depuis 5 ans, depuis que son mariage s'était terminé par un divorce à l'amiable mais définitif. Il n'avait pas d'enfant, n'en avait jamais particulièrement voulu, et vivait seul dans une petite maison à la périphérie de Boise, adossé à un terrain public où il pouvait faire de la randonnée et pêcher sans voir un autre être, humain pendant des jours.
Son visage était buriné par des années de soleil montagnard, avec des rides profondes autour des yeux à force de plisser le regard sur les routes lointaines et des rides du rire dues à d'innombrables blagues racontées au micro. Sa peau avait le bronzage permanent de quelqu'un qui passe la plupart de sa vie professionnelle à l'extérieur, avec des zones plus pâles autour des yeux, là où les lunettes de soleil avaient protégé la peau. Il s'était cassé le nez 2 fois, une fois dans une bagarre de bar à 24 ans et une autre fois lorsqu'un équipement lui était tombé dessus sur un chantier. Il avait guéri en étant légèrement de travers, donnant à son visage un caractère qui correspondait à sa personnalité. Ses yeux étaient marron foncé, presque noirs, et ils avaient une façon de regarder les gens qui leur donnait le sentiment d'être vraiment vus, vraiment entendus. Les passagers remarquaient souvent les yeux de Derek, leur gentillesse et leur attention, la façon dont il vous faisait sentir en sécurité. Il gardait ses cheveux bruns coupés courts et pratiques, allant chez le même coiffeur à Boise toutes les 3 semaines, sans faute. Ses cheveux commençaient à se clairsemer sur le dessus et étaient parsemés de gris. Mais Derek ne se souciait pas de son apparence au-delà de la propreté et du professionnalisme de base. Son uniforme était toujours repassé et propre, chemise lavée et amidonnée, pantalon avec un pli impeccable, bottes cirées. Mountain Vista Tour avait des normes pour l'apparence des chauffeurs, et Derek les dépassait non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il croyait que si l'on faisait un travail, il fallait le faire correctement. Le logo de l'entreprise sur la poche de sa chemise était brodé de fils bleus et or, représentant un sommet de montagne stylisé avec un soleil se levant derrière. Il portait ce logo avec fierté, sentant qu'il représentait non seulement son employeur, mais toute l'industrie du tourisme de montagne, une industrie qui dépendait de la confiance, de la réputation et de la promesse que les aventures seraient excitantes mais sûres. Derek était fier de son travail, car il comprenait que lorsque les gens montaient dans son bus, ils lui confiaient leur vie. Ce n'était ni une métaphore, ni une exagération. Chaque fois qu'il tournait la clé et démarrait le moteur, chaque fois qu'il négociait un virage étroit avec une falaise d'un côté et un précipice de l'autre, chaque fois qu'il vérifiait ses rétroviseurs et surveillait la route, des gens dépendaient de sa compétence et de son jugement pour rester en vie. Certains de ces passagers ne saisissaient pas pleinement cette réalité, traitant le circuit comme une attraction de parc d'attractions où le danger était simulé plutôt que réel. Mais Derek ne l'oubliait jamais. Il avait assisté aux funérailles d'autres chauffeurs qui avaient fait des erreurs ou eu de la malchance. Il avait vu des lieux d'accident où des bus étaient sortis de la route, avait regardé les épaves et imaginé les derniers moments des personnes à l'intérieur. Il gardait un catalogue mental de chaque situation délicate qu'il avait vécue, de chaque fois où quelque chose aurait pu mal tourner mais ne l'avait pas fait, et il revoyait ces incidents régulièrement comme une forme de méditation professionnelle. « Apprends de tes erreurs », lui avait dit son père, « mais apprends des erreurs des autres si possible, car tu pourrais ne pas survivre aux tiennes. » Les montagnes étaient le lieu de travail de Derek, mais aussi son sanctuaire, l'endroit où il se sentait le plus lui-même. Il aimait la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les forêts de pins, la façon dont la neige scintillait sur les sommets lointains, la façon dont les vallées remplies de brume matinale ressemblaient à une peinture fantastique. Il aimait l'odeur de la résine de pin et des fleurs sauvages, le bruit des ruisseaux se précipitant sur les rochers, la sensation de l'air fin de la montagne dans ses poumons. Il aimait observer la faune, les rencontres fortuites avec des cerfs ou des wapitis qui se produisaient presque quotidiennement. Les observations plus rares d'ours ou de pumas qui lui rappelaient qu'il était en pleine nature. Il aimait particulièrement montrer ces choses aux passagers, voir leurs visages s'illuminer lorsqu'ils apercevaient un aigle ou un orignal, écouter leurs exclamations d'émerveillement lorsqu'ils voyaient une vue qui leur coupait le souffle. Derek croyait que les montagnes avaient des propriétés curatives, que passer du temps dans la nature rendait les gens de meilleures versions d'eux-mêmes, plus humbles, plus reconnaissants
et plus connectés à quelque chose de plus grand que leurs préoccupations quotidiennes. Ils l'avaient vu se produire d'innombrables fois, avaient observé des citadins stressés se détendre et s'ouvrir progressivement à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la montagne, avaient vu des adolescents cyniques oublier leur téléphone et commencer à poser de vraies questions sur la géologie ou la faune. Les montagnes changeaient des gens, et Derek se considérait comme privilégié de faire partie de cette expérience transformatrice. Le circuit qu'il effectuait en septembre était une excursion de 7 jours appelée Wild West Wilderness Experience, un forfait qui emmenait les touristes de Boise à travers certains des paysages les plus reculés et les plus beaux du nord-ouest américain. L'itinéraire comprenait des arrêts sur des sites historiques, des points de vue panoramiques, de petites villes de montagne et des lieux de camping où les passagers pouvaient vivre l'expérience de la nature sauvage authentique. Derek avait fait exactement ce trajet 43 fois au cours des 6 dernières années. Il connaissait chaque virage, chaque borne kilométrique, chaque endroit où les wapitis pouvaient paître au petit matin. La route n'avait aucun mystère pour lui, du moins c'est ce qu'il croyait. Les 16 passagers de ce circuit particulier formaient un mélange typique, le genre de groupe diversifié avec lequel Derek avait appris à travailler au fil de ses années de conduite. Gérer différentes personnalités et attentes faisait partie du travail, et Derek avait développé un instinct pour lire les gens, pour comprendre qui aurait besoin d'une attention particulière et qui préférait être laissé seul, qui poserait des questions constantes et qui passerait tout le voyage à contempler silencieusement le paysage. Il y avait un couple de personnes âgées de Floride, Harold et Evelyn Mitchell, tous deux septuagénaires, qui avaient économisé pendant des années pour faire ce voyage. Ils étaient assis au siège avant, juste derrière Derek, des places qu'ils avaient revendiquées le premier jour et défendues avec la détermination tranquille de personnes qui avaient appris à s'affirmer poliment mais fermement au cours d'une longue vie. Harold était mince et chauve, avec d'épaisses lunettes qui grossissaient ses yeux à un degré presque comique, lui donnant un air perpétuellement surpris. Il portait un pantalon kaki remonté haut sur la taille, maintenu par une ceinture en cuir qui avait vu des décennies d'utilisation, et des chemises à boutons dans des couleurs sobres qui avaient été soigneusement repassées par Evelyn. Ses mains tremblaient légèrement à cause de l'âge. Mais son esprit était vif comme un rasoir, et il se souvenait de chaque détail que Derek partageait sur le paysage, la faune, l'histoire de la région. Harold posait des questions sans fin, des questions sur tout ce qu'il croisait, sur la géologie des montagnes, sur les arbres, sur les types de poissons dans les rivières, sur le fait que Derek ait déjà vu un grizzly de près. Certains chauffeurs auraient trouvé cela agaçant, mais Derek appréciait la curiosité sincère d'Harold, la reconnaissant comme la marque de quelqu'un qui trouvait encore le monde intéressant après plus de 70 ans de vie. Evelyn était agréablement ronde, avec des cheveux argentés qu'elle gardait en un chignon soigné, maintenu par des épingles qui avaient appartenu à sa mère et à sa grand-mère avant elle. Elle portait des vêtements confortables conçus pour le voyage, des pantalons à taille élastique et des chemisiers amples, des chaussures de marche pratiques qui semblaient bien rodées et fiables. Son visage était ridé mais gentil, avec des yeux bleus qui pétillaient quand elle souriait, ce qui arrivait souvent. Elle avait le don de mettre les gens à l'aise, de poser des questions personnelles d'une manière qui semblait chaleureuse plutôt qu'intrusive, de se souvenir des noms et des détails sur les personnes qu'elle venait de rencontrer. Au cours des 2 premiers jours du circuit, Evelyn avait appris quelque chose de significatif sur chaque autre passager, avait créé une carte mentale de leurs relations et de leurs intérêts, était devenue le centre émotionnel du groupe d'une manière que personne ne reconnaissait explicitement mais que tout le monde ressentait. Elle tricotait constamment, ses aiguilles cliquetant à un rythme que Derek trouvait apaisant, et elle fabriquait une couverture qui, disait-elle, était pour son premier arrière-petit-enfant, qui devait naître en novembre. Harold et Evelyn se tenaient constamment la main, leurs doigts entrelacés avec l'aisance inconsciente de personnes qui avaient été ensemble pendant 50 ans, qui n'avaient plus besoin de penser à se toucher car c'était devenu aussi naturel que de respirer. Ils se parlaient sur des tons doux et patients,
ceux de personnes qui avaient traversé des tempêtes ensemble, qui avaient élevé des enfants, enterré des parents et survécu à toutes les petites et grandes tragédies qu'un long mariage accumule. Derek se surprenait parfois à les envier, souhaitant que son propre mariage ait survécu, se demandant ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui vous connaisse si complètement. Derrière eux étaient assises deux sœurs d'âge mûr de l'Ohio, Patricia et Susan Reeves, qui faisaient le voyage pour célébrer le divorce de Patricia. C'était une information qu'elles avaient partagée ouvertement et fréquemment, traitant le divorce non pas comme une tragédie, mais comme une libération, une chance pour Patricia de se redécouvrir après 23 ans de mariage avec un homme qui, comme le disait Suzanne, avait toute la personnalité d'une plaque de plâtre et la moitié de son utilité. Patricia était l'aînée, 51 ans, grande et anguleuse, avec des cheveux courts et foncés grisonnant aux tempes, des cheveux qu'elle avait coupés elle-même 2 semaines avant le voyage, taillant la longue queue de cheval que son ex-mari préférait. Elle portait des vêtements de randonnée pratiques achetés spécialement pour ce circuit, des tissus techniques coûteux qui évacuaient l'humidité et offraient une protection UV, des vêtements qui avaient encore les plis de leur emballage, des chaussures pratiques, de bonnes bottes qui avaient nécessité une semaine de marche d'adaptation dans son quartier, des bottes qui lui avaient donné des ampoules le premier jour du circuit, mais qui lui allaient maintenant parfaitement. Patricia avait un esprit vif et une tendance au sarcasme qui masquait ce que Derek soupçonnait être une profonde blessure. Elle parlait fréquemment de son ex-mari, toujours en termes acerbes, soulignant toujours à quel point elle était heureuse d'être libre de lui, mais Derek remarqua comment elle tordait encore l'annulaire où se trouvait son alliance, remarqua la façon dont sa voix se brisait légèrement lorsque Suzanne mentionnait quelque chose que l'ex-mari de Patricia avait particulièrement aimé ou détesté. Le divorce, même un divorce nécessaire, laissait des cicatrices. Suzanne avait 4 ans de moins et était très différente de sa sœur, plus petite et plus ronde, avec de longs cheveux blonds qu'elle portait en une queue de cheval perpétuelle et une tendance à rire bruyamment de tout. Elle avait ce genre de rire contagieux qui donnait envie aux autres de rire, même s'ils ne savaient pas ce qui était drôle, un rire plein qui partait de son ventre et remontait. Suzanne ne s'était jamais mariée, avait passé sa vie à se concentrer sur sa carrière d'infirmière et ses divers passe-temps, et semblait complètement satisfaite de ses choix. Elle s'habillait de couleurs vives, des rouges, des violets et des oranges, des couleurs que Patricia ne porterait jamais, et elle avait une collection de foulards qu'elle changeait quotidiennement, chacun noué d'un nœud compliqué différent. Les sœurs se chamaillaient constamment, mais avec une affection évidente, comme le font les frères et sœurs qui se connaissent trop bien pour être vraiment offensés par des insultes désinvoltes. Elles avaient une routine qu'elles avaient clairement exécutée d'innombrables fois, Patricia faisant une observation sèche, Suzanne riant et la rendant plus drôle, Patricia levant les yeux au ciel en essayant de ne pas sourire, Suzanne riant plus fort de la tentative de sa sœur de rester sérieuse. Elles partageaient une chambre d'hôtel chaque nuit, bien qu'elles aient les moyens de s'offrir des chambres séparées, restaient éveillées tard à parler d'une voix qui passait parfois à travers les murs, veillaient l'une sur l'autre, avec la protection féroce qui vient d'une enfance partagée et d'une loyauté familiale plus profonde que la logique. Il y avait un jeune couple en lune de miel, James et Emily Thornton, tous deux âgés de 26 ans, tous deux si visiblement et complètement amoureux que c'en était presque douloureux à regarder pour les passagers qui avaient perdu ou n'avaient jamais trouvé ce genre de connexion. James était athlétique et amateur de plein air, avec des cheveux décolorés par le soleil qui tombaient sur son front d'une manière qui le faisait paraître plus jeune que son âge. Une barbe de 3 jours perpétuelle qui était plus un choix de mode que de la paresse, et le genre de carrure mince et musclée qui venait d'une activité physique réelle plutôt que d'abonnement à la salle de sport. Il portait des vêtements de randonnée qui semblaient bien usés, une veste polaire usée avec une déchirure à une manche qui avait été maladroitement réparée, des bottes
qui avait clairement vu des centaines de kilomètres de sentiers. Emily était menue, avec de longs cheveux roux qui lui arrivaient à mi-dos, des cheveux qui attrapaient la lumière du soleil et prenaient des teintes de cuivre et d'or, et des taches de rousseur éparpillées sur son nez et ses joues comme des constellations. Elle portait des vêtements vintage, des pièces soigneusement sélectionnées dans des friperies et des antiquaires, des robes superposées sur des leggings, des pulls tricotés à la main avec des motifs complexes, des boucles d'oreilles qu'elle avait fabriquées elle-même à partir de perles et de fils de récupération. C'était une artiste, avait appris Derek, spécialisée dans les aquarelles de paysages naturels, et elle portait un carnet de croquis partout, dessinant constamment des études rapides d'arbres, de montagnes ou de formations nuageuses intéressantes. James enseignait les sciences au collège et entraînait une équipe de football, et il parlait de ses élèves avec le genre d'enthousiasme qui suggérait qu'il avait trouvé sa vocation. Emily passait la plupart du voyage la tête sur l'épaule de James, souriant à tout, le regardant de temps en temps avec une expression d'adoration si pure que Derek devait parfois détourner le regard. Ils étaient mariés depuis exactement 17 jours lorsque le circuit a commencé, avaient retardé leur lune de miel de 2 semaines parce que l'année scolaire de James ne s'était terminée que fin août, et ils traitaient chaque moment comme une aventure à savourer. Ils prenaient des photos constamment, des photos l'un de l'autre, des photos de paysages, des selfies avec les montagnes en arrière-plan, des photos qui seraient finalement assemblées dans un album qui resterait sur une étagère de leur maison et leur rappellerait ce moment parfait avant que la vie ne se complique. 3 étudiants de Seattle occupaient les sièges arrière, faisant du bruit, prenant des selfies sans fin et traitant la nature comme un terrain de jeu personnel conçu pour leur divertissement. Tyler était le meneur, un grand jeune homme avec un chignon et un appareil photo coûteux, un de ces modèles numériques sans miroir qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il avait 21 ans, en 3e année à l'université de Washington, étudiant quelque chose que Derek n'a jamais bien saisi, mais qui impliquait beaucoup de jargon informatique et de références à des applications, des plateformes et des expériences utilisateurs. Tyler venait d'un milieu aisé, portait des vêtements de marque bien visibles, avait le genre de montre chère que les randonneurs sérieux ne portaient jamais, car c'était plus un bijou qu'un outil. Il parlait avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais connu de véritables difficultés, qui croyait que le monde s'adapterait à ses désirs, parce qu'il l'avait toujours fait. Ses amis Chloé et Brandon suivaient son exemple, une dynamique que Derek avait observée de nombreuses fois auparavant, le jeune populaire et ses satellites. Chloé avait 19 ans, étudiait l'histoire de l'art ou peut-être l'anthropologie, et elle s'était teint les cheveux d'un violet vif qui virait déjà à une sorte de lavande grisâtre. Elle portait des lunettes épaisses à monture noire, des jeans déchirés qui avaient probablement été chers plutôt qu'usés et avait une vaste collection de pins sur son sac à dos représentant divers groupes et causes. Brandon avait 20 ans, le plus silencieux des 3, étudiant les sciences de l'environnement, mais montrant étonnamment peu d'intérêt pour l'environnement réel qui l'entourait. Il était plus petit que Tyler, plus trapu, avec la peau mate et une habitude nerveuse d'ajuster sa casquette de baseball toutes les quelques minutes. Tous les 3 traitaient le circuit comme une toile de fond pour leur présence sur les réseaux sociaux, plutôt que comme quelque chose digne d'une attention ou d'un respect sincère, vérifiant constamment leur téléphone jusqu'à ce qu'ils perdent le réseau, puis se plaignant du manque de connexion, comme si c'était une insulte personnelle plutôt qu'une caractéristique inévitable de la nature sauvage isolée. Derek avait essayé de les éduquer sur le comportement approprié dans les zones sauvages, sur les principes du « leave no trace », le respect de la faune et la compréhension qu'ils étaient des invités dans le domaine d'animaux qui vivaient ici en permanence. Il avait expliqué que faire un bruit excessif chassait la faune et diminuait l'expérience pour les autres passagers, que rester sur les sentiers balisés protégeait la végétation fragile et prévenait l'érosion, que prendre des photos était bien mais pas au détriment d'être présent dans l'instant.
Mais ils l'ignoraient pour la plupart, trop absorbés par leur téléphone et leurs propres conversations, traitant ces leçons comme des interruptions ennuyeuses de leurs vacances. Au 4e jour du circuit, Derek avait largement renoncé à essayer de changer leur comportement et s'était contenté de limiter les dégâts, les empêchant de faire quoi que ce soit qui pourrait causer un préjudice réel à l'environnement ou à eux-mêmes. Au moins, ils n'étaient pas complètement idiots, pensa-t-il. Au moins, ils restaient avec le groupe et suivaient les consignes de sécurité de base, même s'ils ne comprenaient pas ou ne se souciaient pas des raisons derrière ces instructions. Il y avait une mère célibataire, voyageant avec ses 2 enfants, Jennifer Carson et ses enfants, Sophie, 10 ans, et Dylan, 12 ans. Jennifer était épuisée, comme le sont souvent les parents célibataires, avec des cernes sous les yeux qu'aucune quantité de sommeil ne semblait pouvoir effacer et l'air stressé de quelqu'un qui faisait constamment des calculs mentaux sur l'argent, le temps et si elle faisait ce qu'il fallait pour ses enfants. Elle avait 34 ans mais en paraissait plus, avec des rides de soucis autour de la bouche et sur le front, des rides que Derek soupçonnait ne pas être là il y a 5 ans, avant la mort de son mari. Elle ne parlait pas beaucoup de la mort de son mari, mais elle l'avait mentionné brièvement le premier jour en présentant sa famille, expliquant qu'elle avait promis à ses enfants qu'ils feraient ce voyage, que leur père voulait qu'ils voient les montagnes, qu'elle était déterminée à leur donner de bons souvenirs malgré tout. Jennifer cumulait 2 emplois, économisait pour les études de ses enfants, essayait d'être à la fois mère et père et de conserver en quelque sorte sa propre identité dans le processus. Derek l'admirait beaucoup, reconnaissait la protection féroce dans la façon dont elle surveillait ses enfants, la façon dont elle calculait chaque dépense et essayait de trouver des moyens de rendre le circuit spécial sans dépenser d'argent supplémentaire pour des activités optionnelles ou des souvenirs. Elle avait préparé des encas pour les enfants, des sandwichs faits maison, des fruits et des biscuits, plutôt que d'acheter de la nourriture aux arrêts. Elle prenait des photos avec un téléphone qui avait au moins 3 générations de retard, l'écran fissuré recouvert de rubans adhésifs transparents, et elle passait les soirées, après que les enfants se soient endormis, à écrire dans un journal, documentant leurs expériences d'une écriture soignée. Sophie était calme et artistique, dessinant toujours dans un carnet de croquis déjà à moitié rempli de dessins au crayon soigné d'animaux, d'arbres et de paysages. Elle était petite pour son âge, aux traits délicats avec les cheveux foncés de sa mère et les yeux verts de son père selon Jennifer, et elle avait une façon de disparaître dans son art qui suggérait qu'elle utilisait le dessin comme une échappatoire aux choses qui la déconcertaient ou l'effrayaient. Elle parlait rarement, à moins qu'on ne s'adresse directement à elle, et quand elle le faisait, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Mais ses dessins montraient un talent remarquable pour une enfant de 10 ans, une compréhension de la perspective et des proportions qui prenaient généralement des années à se développer. Derek avait feuilleté son carnet de croquis une fois lorsque Sophie lui avait timidement proposé de le lui montrer, et il avait été sincèrement impressionné par la qualité de son travail, par la façon dont elle capturait non seulement l'apparence physique des choses, mais aussi, en quelque sorte, leur atmosphère. Dylan était le contraire de sa sœur, énergique, curieux et incapable de rester assis plus de quelques minutes à la fois. Il posait à Derek presque autant de questions qu'Harold, bien que les questions de Dylan concernaient davantage les animaux et s'il pourrait voir des ours ou des loups, si les pumas attaquaient parfois les gens. Ce qui se passerait s'il rencontrait un orignal, à quelle vitesse les wapitis pouvaient accourir, si Derek portait une arme au cas où. Il était à cet âge où le danger était excitant plutôt qu'effrayant, où l'idée d'animaux sauvages était passionnante plutôt que préoccupante. Dylan avait la coloration de son père, selon Jennifer, des cheveux blonds sable et des taches de rousseur, et le genre d'énergie inépuisable qui le faisait rebondir sur son siège pendant les longs trajets. Il collectionnait des choses, les poches pleines de roches intéressantes, de plumes et de pommes de pin, des trésors qu'il montrait à quiconque voulait bien regarder, expliquant en détail
pourquoi chacun était spécial. Derek aimait bien le gamin, appréciait son enthousiasme sincère, voyait en lui un futur garde forestier, un biologiste de la faune ou quelqu'un qui passerait sa vie dans des endroits sauvages parce que c'était là qu'il se sentait le plus vivant. Un homme d'affaires nommé Robert Chen faisait le circuit seul, l'utilisant comme des vacances de travail, bien que Derek soupçonne que l'homme n'avait aucune véritable conception des vacances telle que la plupart des gens les comprenaient. Robert avait 48 ans, PDG d'une start-up technologique qui se portait apparemment assez bien pour se permettre des circuits coûteux, mais pas assez pour que Robert puisse réellement arrêter de travailler pendant une seule semaine. Il passait la plupart de son temps sur un ordinateur portable, regardant à peine par les fenêtres, même lorsque Derek annonçait quelque chose de particulièrement spectaculaire, prenant occasionnellement des appels téléphoniques qui le faisaient parler d'un ton sec et frustré que l'on pouvait entendre à 3 rangées de distance. Robert portait une tenue de ville décontractée, même dans la nature, des chemises à boutons et des pantalons kakis, des chaussures en cuir complètement inappropriées pour la randonnée, mais qu'il portait quand même lors de leurs arrêts, retournant au bus avec de la boue dessus et l'air agacé, comme si la nature elle-même l'avait personnellement dérangé. Derek l'avait catalogué comme le type qui passerait une semaine au paradis et ne se souviendrait de rien d'autre que de ses emails, qui rentrerait chez lui et dirait aux gens qu'il avait fait un circuit en montagne, mais serait incapable de décrire une seule vue ou de nommer un seul sommet qu'ils avaient passé. C'était triste, d'une certaine manière, de regarder quelqu'un qui avait payé cher pour faire l'expérience de la beauté et de l'émerveillement, mais qui ne pouvait pas lâcher le travail assez longtemps pour être réellement présent. Plusieurs fois, Derek avait envisagé de dire quelque chose à Robert, de suggérer gentiment que les emails pouvaient attendre, que quelle que soit la crise qui semblait si urgente, elle serait probablement toujours là à leur retour à la civilisation. Mais il avait appris au fil des ans qu'on ne peut pas forcer les gens à s'amuser, qu'on ne peut pas faire apprécier à quelqu'un ce qu'il n'apprécie pas naturellement, et il laissa donc Robert seul avec son ordinateur portable, ses appels téléphoniques et son stress auto-imposé. 2 enseignantes à la retraite de l'Oregon, Margaret et Alice Wu, étaient assises ensemble et tricotaient en regardant le paysage défiler, offrant une image de contentement que Derek trouvait reposante rien qu'à observer. C'étaient des sœurs, toutes 2 dans la soixantaine avancée, petites et soignées, avec des coupes de cheveux courtes identiques, qui, selon Derek, provenaient du même coiffeur, le même jour chaque mois. Elles avaient le genre de synchronisation qui vient du fait de vivre ensemble pendant des décennies, finissant les phrases de l'autre, riant de blagues que personne d'autre n'entendait, communiquant par un langage abrégé de regards et de petits gestes. Margaret était l'aînée de 2 ans, légèrement plus grande, avec des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou qu'elle mettait et enlevait constamment. Alice avait des appareils auditifs dans les 2 oreilles, des modèles coûteux qu'elle ajustait fréquemment, et elle avait tendance à parler un peu plus fort que nécessaire, comme le font souvent les personnes malentendantes. Toutes 2 avaient enseigné à l'école primaire pendant plus de 30 ans, Margaret en CP et Alice en CM1. Et elles avaient des histoires sans fin sur les élèves, les parents et la nature changeante de l'éducation au fil des décennies. Elles se parlaient doucement en mandarin de temps en temps, des conversations privées que Derek ne pouvait pas comprendre, mais qu'il trouvait en quelque sorte apaisantes. La qualité musicale de la langue se mêlant au cliquetis de leurs aiguilles à tricoter. Puis elles repassaient à l'anglais en s'adressant aux autres, faisant la transition si fluidement qu'il était clair qu'elles étaient bilingues depuis l'enfance. Elles tricotaient des pulls assortis ou peut-être le même pull. Derek ne pouvait pas vraiment le dire, quelque chose avec un motif de torsade complexe qui semblait incroyablement compliqué. Derek appréciait leur présence calme, la façon dont elles dégageaient une sorte de sérénité imperturbable qui suggérait qu'elles avaient vu assez de la vie pour savoir ce qui valait la peine de s'énerver et ce qui ne l'était pas. Enfin, il y avait Tom Richardson, un photographe animalier d'une 50aine d'années, qui avait rejoint le circuit spécifiquement
parce qu'il passait par des zones reculées où il pourrait apercevoir des animaux rares. Tom était mince et buriné, avec des yeux bleus intenses qui semblaient tout voir, cataloguant des détails que d'autres manquaient, évaluant la lumière, la composition et le comportement des animaux avec l'analyse constante de quelqu'un pour qui l'observation n'était pas seulement une profession, mais une obsession. Ses mains n'étaient jamais immobiles, ajustant toujours les réglages de son appareil photo ou vérifiant son équipement, constamment prêt pour la photo qui pourrait se présenter. Il transportait pour des milliers de dollars de matériel photographique, plusieurs boîtiers, objectifs et accessoires, le tout soigneusement emballé dans un sac à dos spécialisé qui ressemblait plus à un équipement militaire tactique qu'à du matériel de photographie. Il portait des vêtements conçus pour l'aider à se fondre dans les environnements naturels, des verts, des bruns et des gris sourds, un tissu qui ne faisait pas de bruit en bougeant. Tom s'asseyait près d'une fenêtre et passait des heures à simplement regarder le paysage défiler, prenant occasionnellement des notes dans un journal usé qui avait des taches d'eau, des pages cornées et le genre de caractère qui ne vient que d'un usage authentique. Tom était photographe animalier depuis 27 ans, avait publié des livres, vendu des tirages et réalisé des reportages pour National Geographic et d'autres publications prestigieuses. Il avait photographié des grizzlies en Alaska, des loups à Yellowstone, des gorilles de montagne au Rwanda, des tigres en Inde. Il avait le genre de patience que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre, la capacité de rester assis immobile pendant des heures en attendant qu'un animal apparaisse, de retourner jour après jour au même endroit en espérant la lumière parfaite et le moment parfait. Derek avait consulté le site web de Tom le deuxième jour du circuit, avait parcouru un portfolio d'images d'une beauté à couper le souffle qui capturait non seulement l'apparence physique des animaux, mais leur essence, leur nature sauvage, leur connexion avec les paysages qu'ils habitaient. Tom parlait rarement, à moins qu'on ne lui adresse la parole, semblait se contenter de sa propre compagnie, mais quand il parlait, généralement de photographie ou de comportement animal, il était articulé et passionné, capable de faire voir aux autres ce qu'il voyait, de leur faire comprendre pourquoi une image particulière fonctionnait ou pourquoi le comportement d'un certain animal était significatif. Derek respectait l'expertise de Tom, avait appris plus sur la faune avec lui en 6 jours que pendant des années de conduite à travers ces montagnes. Tom avait une capacité presque surnaturelle à repérer les animaux que les autres manquaient, à savoir où et quand regarder, à interpréter les traces, les déjections et autres signes qui pour Derek ressemblaient à des marques aléatoires, mais qui pour Tom racontaient des histoires détaillées sur les animaux qui étaient passés par une zone, quand et pourquoi. C'étaient les personnes dont Derek était responsable, les vies qui lui avaient été confiées lorsqu'elles étaient montées dans son bus 6 jours plus tôt. Il les connaissait maintenant, avait appris leurs manies et leurs préférences, avait développé un sens de qui avait besoin de quel type d'attention. Il savait qu'Harold poserait des questions pendant le trajet du matin, mais somnolerait l'après-midi, qu'Emily aurait besoin de fréquentes pauses toilettes, que le groupe de Tyler se plaindrait s'il conduisait plus de 2 heures sans s'arrêter, que Jennifer surveillait attentivement son budget et appréciait que Derek signale les activités gratuites plutôt que les options payantes. Il était devenu, comme le font les guides touristiques, une figure temporaire dans leur vie, quelqu'un dont on se souviendrait avec affection ou non, selon le déroulement de cette dernière journée, quelqu'un qui n'existait pour eux que dans ce contexte spécifique, mais qui portait le poids de s'assurer que leurs vacances se terminent bien. Dans 6 heures, dans des circonstances normales, Derek livrerait ces 16 personnes en toute sécurité à leur destination, serrerait des mains, accepterait des pourboires et écouterait des remerciements et des promesses d'écrire des critiques et des recommandations. Ils se disperseraient pour retourner à leur vie normale, déballeraient leurs valises, montreraient des photos à leurs amis et à leur famille, retourneraient au travail, à la routine et à la prévisibilité confortable de la civilisation.
et Derek aurait 3 jours de congé avant son prochain circuit. 3 jours qu'il avait prévu de passer à pêcher à un endroit qu'il connaissait près de Lucky Peak. Juste lui, l'eau et la solitude satisfaisante d'être seul dans la nature par choix plutôt que par nécessité. C'est ainsi que cela devait se terminer. C'était le plan. Mais les plans, Derek l'avait appris il y a longtemps, étaient des choses fragiles qui se brisaient facilement lorsque la réalité avait d'autres idées. Le circuit s'était déroulé sans encombre pendant les 6 premiers jours. Ils avaient visité des villes minières historiques, fait des randonnées dans des forêts anciennes, campé au bord de lacs immaculés et vu une faune abondante, notamment des cerfs, des wapitis, des aigles et même un ours noir à une distance de sécurité. Le temps avait été parfait, les hébergements adéquats, et le groupe s'était installé dans le rythme confortable de l'expérience partagée. Même les étudiants avaient commencé à apprécier le paysage une fois qu'ils s'étaient éloignés du réseau mobile et avaient été forcés de regarder réellement leur environnement au lieu de leurs écrans. Le matin du 14 septembre, ils levèrent le camp près de Stanley, Idaho, une petite ville de montagne qui servait de porte d'entrée à la Sawtooth Wilderness, l'une des zones protégées les plus vierges et les plus belles de tout l'Ouest américain. L'air était vif et frais, porteur de cette qualité particulière des matins de haute altitude où votre souffle se transforme en buée et où la lumière du soleil semble fine mais intensément brillante. Le ciel était de ce bleu profond et saturé qui n'existe qu'en altitude, sans le moindre nuage, promettant une dernière journée de circuit parfaite. Les montagnes autour de Stanley s'élevaient en pics spectaculaires, certains conservant encore des plaques de neige, même à la mi-septembre, leurs parois de granit captant la lumière matinale et brillant de couleurs passant de l'or au rose, puis au gris pâle de la pierre érodée. Derek se réveilla à 5h30, comme il le faisait toujours les jours de circuit, son horloge interne réglée sur les rythmes de la conduite professionnelle. Il effectua sa routine matinale dans la petite chambre de motel qu'il avait occupée pour la nuit, se brossant les dents, se rasant soigneusement, enfilant son uniforme propre. Il prit son petit déjeuner au petit café attenant au motel, des œufs, des pommes de terre rissolées et un café plus fort que nécessaire, mais exactement ce dont il avait besoin. Le café était presque vide à cette heure. Juste lui et quelques éleveurs locaux qui lui firent un signe de tête de cette manière taciturne qu'ont les montagnards, reconnaissant sa présence sans exiger de conversation. Derek appréciait le silence, profitait de ce temps pour revoir mentalement l'itinéraire de la journée, pensant à chaque virage et point de repère, se rappelant les endroits où il voulait s'arrêter pour des photos, vérifiant les prévisions météorologiques sur son téléphone une dernière fois. Le plan était de conduire une route panoramique à travers les montagnes, en s'arrêtant à plusieurs points de vue pour laisser les passagers prendre des photos et se dégourdir les jambes, avant d'arriver à leur destination finale à Ketchum en soirée. De là, les passagers se disperseraient, certains prenant l'avion depuis le petit aéroport régional, d'autres louant des voitures pour continuer leur voyage, tous retournant à la vie normale qu'ils avaient laissée derrière eux pour cette semaine d'aventure en montagne. C'était censé être une dernière journée triomphale, une dernière chance de s'imprégner des magnifiques vues de montagne avant de retourner à la vie normale, un crescendo de beauté naturelle pour couronner ce qui avait été, de la vie de tous, un circuit réussi. Derek effectua son inspection habituelle du bus avant le départ, une routine si ancrée qu'il pouvait la faire à moitié endormi, bien qu'il ne le fît jamais car la complaisance était la cause des accidents. Le bus lui-même était un autocar de taille moyenne, fabriqué par une entreprise spécialisée dans les véhicules tout-terrain, capable d'accueillir 30 passagers, bien que Derek préféra des groupes plus petits, plus faciles à gérer et offrant une expérience plus personnelle. Il était blanc avec des bandes bleues et le logo de sa compagnie, Mountain Vista Tour, peint sur les côtés en lettres assez grandes pour être lues de loin. La compagnie possédait 10 bus au total, desservant des itinéraires à travers l'Idaho, le Montana et le Wyoming. Et ce bus particulier était l'un des plus récents, âgé de seulement 4 ans,
avec un kilométrage relativement faible. Derek fit le tour complet du véhicule, vérifiant la pression des pneus à l'œil et en donnant un coup de pied ferme dans chaque pneu, à la recherche de tout signe d'usure inégale ou de dommage. Les 4 pneus semblaient en bon état, la bande de roulement assez profonde pour gérer des conditions humides si nécessaire, la pression ferme et égale. Il ouvrit le capot et vérifia les niveaux de fluide, l'huile moteur encore propre après la révision effectuée 3 semaines plus tôt, le liquide de refroidissement au bon niveau, le liquide de frein correct, toutes les courroies et durites semblant bien fixées, sans fissures ni effilochage. Il testa tous les feux extérieurs, clignotants, feux de stop, feux de position, phare en feu de route et de croisement, tous fonctionnant correctement. Il vérifia que les issues de secours étaient dégagées et s'ouvriraient sans problème. Testa le mécanisme de la porte d'entrée principale, vérifia que l'extincteur et la trousse de premier secours étaient à leur place et n'avaient pas été dérangés. Il regarda sous le bus avec une lampe de poche, à la recherche de fuites ou de composants desserrés, ne trouvant rien d'inquiétant. Le châssis était remarquablement propre pour un véhicule qui passait la plupart de son temps sur les routes de montagne, témoignage de l'habitude de Derek de le passer à une station de lavage tous les quelques jours. Tout était en ordre. Le bus était sûr et prêt à transporter des passagers. Les passagers montèrent à bord avec leur bavardage matinal habituel, tenant des gobelets de café du petit café de Stanley, la vapeur s'élevant des gobelets en carton dans l'air frais de la montagne. Ils étaient de bonne humeur, parlant de la façon dont les montagnes allaient leur manquer, planifiant déjà leur prochain voyage, comparant leurs moments préférés du circuit. Plusieurs personnes mentionnèrent le feu de camp d'il y a 2 nuits, lorsque Tom avait partagé des histoires sur ses expéditions photographiques et que James avait joué de la guitare, ses doigts se déplaçant sur les cordes avec une aisance experte, pendant que tout le monde chantait de vieilles chansons folkloriques et qu'Emily s'était appuyée contre lui, semblant plus heureuse que Derek n'avait jamais vu personne. D'autres parlaient de la faune qu'ils avaient vue, Harold racontant avec enthousiasme le troupeau de wapitis qu'ils avaient observé à l'aube du 4e jour, au moins 20 animaux broutant dans une prairie, tandis que le brouillard s'élevait de l'herbe et donnait à toute la scène l'air d'un rêve. Les enfants de Jennifer débordèrent d'énergie malgré l'heure matinale, Dylan demandant s'il pourrait voir un ours pendant le trajet d'aujourd'hui. Sophie montrant tranquillement à sa mère un nouveau dessin qu'elle avait terminé ce matin-là. L'ambiance était bonne, détendue, imprégnée de la camaraderie confortable qui se développe lorsque des étrangers passent une semaine ensemble à partager des expériences. Même les étudiants semblaient plus calmes que d'habitude, Tyler posant même son appareil photo et regardant simplement par la fenêtre alors qu'il se préparait à quitter Stanley. Patricia et Suzanne faisaient des mots croisés ensemble. Suzanne lisant les définitions pendant que Patricia remplissait les réponses, leur système bien établi après des années à faire ces jeux ensemble. Robert Chen avait son ordinateur portable ouvert mais ne l'avait pas encore allumé, fixant l'écran vide comme s'il essayait de décider s'il avait vraiment besoin de travailler ou s'il pouvait s'autoriser un dernier jour à simplement être présent. Margaret et Alice tricotaient déjà, leurs aiguilles cliquetant en contrepoint des conversations à voix basse qui se déroulaient autour d'elles. Harold et Evelyn se tenaient la main, regardant les montagnes. Evelyn chuchotant quelque chose à Harold qui le fit sourire et serrer sa main plus fort. Derek prit place au volant, ajusta ses rétroviseurs avec l'efficacité experte de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois et commença sa dernière annonce de trajet au micro. Sa voix était claire et professionnelle, la voix de quelqu'un qui parlait régulièrement à des groupes, qui savait projeter confiance et autorité tout en restant amical et accessible. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre la State Route 75 vers le nord à travers le canyon, puis nous rejoindrons la Forest Road 172 qui nous offrira des vues spectaculaires sur la chaîne des Sawtooth. C'est un itinéraire moins fréquenté,
ce qui signifie moins de véhicules et de meilleures opportunités d'observer la faune. Nous pourrions voir des wapitis, certainement des cerfs, peut-être des ours si nous avons de la chance. La route est bien entretenue, mais étroite par sections, surtout une fois que nous serons sur la route forestière. Donc, je vais y aller doucement et prudemment. Pas besoin de se presser. Nous devrions atteindre notre arrêt pour le déjeuner vers 13 heures. Il y a une charmante petite aire avec des tables de pique-nique et un ruisseau où vous pourrez vous tremper les pieds si vous vous sentez aventureux. Et nous serons à Ketchum vers 18 heures. Veuillez garder vos ceintures de sécurité attachées pendant que le bus est en mouvement, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi simplement un signe ou appuyez sur le bouton d'appel. Passons une excellente dernière journée. Il guida le bus hors du parking et sur l'autoroute. Le gros moteur diesel grondant, la direction réactive et douce. La matinée était claire et fraîche, le genre de journée de septembre qui fait de l'ouest montagneux l'endroit le plus parfait sur Terre. Le soleil était encore bas sur l'horizon, projetant de longues ombres à travers la vallée, dorant les sommets et faisant paraître les forêts de pins presque noires en contraste. Derek ouvrit un peu sa fenêtre, respirant l'air pur qui sentait la résine de pin, la rosée du matin et cette odeur minérale particulière qui vient des montagnes de granit. Il ressentit la satisfaction familière du travail bien fait, la certitude qu'il avait pris soin de ces personnes pendant une semaine et qu'il les livrerait en toute sécurité à leur destination, accomplissant son obligation professionnelle et confirmant une fois de plus qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Dans 10 heures, il livrerait ses passagers en toute sécurité à Ketchum, recevrait leurs remerciements et leurs pourboires, passerait quelques minutes à remplir les derniers papiers et à sécuriser le bus pour la nuit. Et puis il aurait 3 jours de congé avant son prochain circuit, 3 jours qu'il prévoyait déjà de passer à pêcher à Lucky Peak, juste lui, l'eau et la solitude satisfaisante d'être seul dans la nature, et par choix. Pendant la première heure, le trajet fut simple et agréable. L'autoroute suivait la rivière Salmon, offrant des vues sur les eaux vives et les berges rocheuses. Les passagers prirent des photos, s'exclamèrent devant le paysage et s'installèrent dans le silence confortable de personnes qui avaient voyagé ensemble assez longtemps pour ne pas ressentir le besoin de converser constamment. Derek signala quelques caractéristiques notables au micro. Une ancienne exploitation minière, une formation rocheuse particulièrement frappante, un ranch historique qui appartenait à la même famille depuis 5 générations. Vers le milieu de la matinée, Derek quitta l'autoroute pour s'engager sur la Forest Road 172. L'asphalte céda immédiatement la place à de la terre battue et du gravier, et la route commença à grimper abruptement dans les montagnes. C'était la partie panoramique de l'itinéraire, la raison pour laquelle Derek avait choisi ce chemin particulier. La route serpentait à travers d'épaisses forêts de pins et des prairies ouvertes, grimpant de plus en plus haut, offrant des vues à couper le souffle sur les sommets et les vallées. C'était aussi un endroit isolé. Le réseau mobile disparut presque immédiatement. Il ne verrait pas un autre véhicule pendant des heures. Cet isolement faisait partie de l'attrait pour les touristes, le sentiment d'être vraiment loin de la civilisation. Mais cela signifiait aussi qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. La route se rétrécit à mesure qu'ils montaient, avec le flanc de la montagne d'un côté et des précipices de plus en plus impressionnants de l'autre. Derek conduisait prudemment, prenant les virages lentement, ses yeux scrutant constamment la route. Le bus se comportait bien sur le gravier, son poids et sa taille offrant en fait une certaine stabilité. Ils traversèrent des sections de forêt si denses que la lumière du soleil peinait à pénétrer, puis débouchèrent sur des zones ouvertes où la vue s'étendait sur des kilomètres. Vers 11h30, Derek remarqua quelque chose d'étrange. La forêt était devenue silencieuse. En tant que personne passant la plupart de sa vie professionnelle dans des zones sauvages, Derek avait développé un instinct pour les sons et les rythmes normaux de la nature. Il aurait dû y avoir des chants d'oiseaux, le bruissement de petits animaux, le bruit du vent dans les arbres. Au lieu de cela,
il n'y avait rien, juste le grondement du moteur du bus et le crissement du gravier sous les pneus. C'était le genre de silence qui semblait anormal, contre nature, comme si toutes les créatures vivantes de la forêt avaient soudainement décidé de se cacher. Derek ne mentionna pas cela à ses passagers. Il se dit qu'il était paranoïaque, qu'il y avait une douzaine d'explications innocentes pour lesquelles la forêt pouvait être silencieuse à ce moment précis. Peut-être qu'un prédateur était passé récemment, mettant toutes les proies en alerte. Peut-être que c'était juste une coïncidence de timing. Mais le sentiment persista, un malaise diffus qui lui fit serrer le volant un peu plus fort. La route continua de monter, et la forêt commença à s'éclaircir à mesure qu'ils atteignaient des altitudes plus élevées. Des parcelles de prairies apparurent, parsemées de fleurs sauvages malgré la fin de la saison. Les vues devinrent plus spectaculaires. Plusieurs passagers avaient le visage collé aux fenêtres, appareil photo levé. Derek se préparait à annoncer un point de vue à venir, où il prévoyait de s'arrêter pour des photos et une courte pause. Puis, l'odeur frappa. Elle entra par sa fenêtre ouverte comme une agression physique, si puissante et révoltante que Derek faillit vomir. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais senti, pire que la carcasse de wapiti en décomposition qu'il avait trouvée une fois au bord d'un sentier, pire que la fois où un système d'égout avait reflué dans un camping, pire que tout ce que l'esprit humain associe à une décomposition normale. Cette odeur était une pourriture concentrée, mélangée à la puanteur âcre d'ammoniac de l'urine, mélangée à quelque chose d'autre que Derek ne pouvait pas identifier, quelque chose de sauvage, d'animal et de fondamentalement anormal. Ses yeux se mirent à pleurer et son estomac se souleva. Il remonta rapidement sa fenêtre, mais l'odeur avait déjà envahi le bus. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Patricia Reeves, se couvrant le nez et la bouche avec sa main. « C'est horrible !» dit Emily Thornton, sa voix étouffée alors qu'elle enfouissait son visage dans l'épaule de James. « On dirait que quelque chose est mort », observa Tom Richardson, bien que son expression fût perplexe. « Mais je n'ai jamais senti quelque chose comme ça. C'est différent, d'une manière ou d'une autre. » Derek ralentit le bus, cherchant la source du regard. « Un animal mort, se dit-il. Ça doit être un animal mort à proximité. Peut-être une carcasse d'ours ou un wapiti tombé de la falaise au-dessus. » Mais même en pensant cela, il savait que c'était faux. Les animaux morts ne sentaient pas comme ça. Cette odeur avait une qualité active, comme si ce qui la produisait était vivant, proche, et marquait délibérément son territoire. « Désolé pour ça à tout le monde », dit Derek au micro, essayant de paraître calme et professionnel. « Nous devons être près d'un animal mort. Je vais nous éloigner rapidement de cette zone. » Il accéléra légèrement, voulant mettre de la distance entre le bus et ce qui produisait cette odeur terrible. La route devant eux tournait brusquement à droite, suivant le contour de la montagne. Sur le côté gauche, une pente raide couverte de pins et de broussailles s'élevait d'environ 12 mètres jusqu'à une crête rocheuse. Sur le côté droit, le sol plongeait brusquement, tombant de plusieurs centaines de mètres jusqu'à un canyon fluvial en contrebas. Une série de poteaux en bois reliés par un câble servait de glissière de sécurité, bien que Derek sût par expérience qu'ils offraient surtout un réconfort psychologique. Il n'arrêterait de pas un véhicule de la taille d'un bus s'il passait par-dessus bord. L'odeur commença à s'estomper à mesure qu'il s'éloignait de la source et les passagers commencèrent à se détendre, faisant des blagues sur les moufettes et les animaux sales. Derek était sur le point d'annoncer le point de vue à venir, lorsqu'il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. C'était un son venant d'en haut, de quelque part sur la crête à leur gauche. Une vocalisation profonde et gutturale qui ressemblait presque à un rugissement, mais avec une qualité troublante qui la faisait paraître en partie humaine. C'était assez fort pour être entendu par-dessus le moteur et à travers les fenêtres fermées du bus. Le son montait et descendait, se répercutant sur les rochers et les arbres, rendant impossible la localisation exacte.
Il dura peut-être 5 secondes, puis s'arrêta brusquement, laissant un silence qui semblait encore plus oppressant qu'auparavant. « C'était quoi, ça ?» demanda Dylan Carson, sa voix aiguë d'excitation et d'une pointe de peur. « Ça ne ressemblait à aucun animal que je connais, » dit Tom Richardson, attrapant déjà son appareil photo. Ses mains tremblaient légèrement et ses yeux avaient pris une qualité intense et concentrée. Quelqu'un d'autre a entendu ça, c'était presque comme un hurlement, mais la tonalité était complètement fausse pour un loup. L'esprit de Derek passa en revue les possibilités. Un ours? Non, les ours ne faisaient pas ce bruit. Un puma? Mauvaise tonalité, mauvais motif. Un loup? Tom avait raison, ce n'était pas un loup. Les wapitis peuvent faire des bruits étranges pendant le rut, mais ce n'était pas la saison du rut. Et de plus, ce son avait été trop fort, trop profond, trop agressif. Probablement juste un ours, dit Derek, ne croyant pas ses propres mots, mais ayant besoin de dire quelque chose pour calmer les passagers. Ils peuvent faire des bruits assez étranges quand ils sont... Le premier rocher frappa la route à environ 5 mètres devant le bus. Il apparut sans avertissement, tombant de la crête au-dessus, un énorme bloc de granit de la taille d'un petit fût de bière. Il heurta la route avec une force énorme, se brisant en plus petits morceaux qui se dispersèrent sur le gravier. Derek freina instinctivement, mais avant même que le bus ait commencé à ralentir, 2 autres rochers tombèrent. L'un rebondit sur la surface de la route et disparut par-dessus le bord de la falaise. L'autre, plus gros que le premier, frappa le coin avant gauche du bus avec un bruit d'explosion. L'impact fut catastrophique. Le rocher écrasa le coin avant gauche du bus, détruisant le passage de roue, déchiquetant le pneu et affaissant partiellement la carcasse. Le pare-brise explosa en une pluie de verre de sécurité qui transforma le monde en une confusion floue et cristalline. Derek sentit quelque chose le frapper à la tête durement, et sa vision s'assombrit et se rétrécit. Il était conscient des cris, de l'horrible grincement du métal endommagé, du bus qui faisait une embardée violente vers la droite. Ses mains étaient toujours sur le volant, mais il ne semblait pas pouvoir les faire fonctionner correctement. Tout se déplaçait au ralenti, et trop vite à la fois. Le bus pencha vers la droite, la roue gauche détruite le tirant violemment vers le bord de la falaise. La formation de Derek prit le dessus à travers le brouillard de confusion et de douleur. Il essaya de corriger, de redresser le volant, mais le bus ne répondait pas correctement. La direction semblait lâche, déconnectée. Un autre rocher s'écrasa, celui-ci heurtant le toit près de l'arrière, perforant le métal fin et écrasant 2 des sièges arrière. Dieu merci, les étudiants s'étaient avancés plus tôt pour prendre de meilleures photos. Le bus glissait maintenant, les roues arrière fonctionnelles et la seule roue avant restante n'étant pas suffisante pour assurer un contrôle adéquat sur la surface de gravier meuble. Derek pouvait voir les poteaux en bois de la glissière de sécurité s'approcher avec une terrible inévitabilité. Il essaya de freiner plus fort, essaya n'importe quoi pour arrêter l'élan, mais le bus était trop lourd et le gravier trop meuble. Ils allaient heurter la barrière, la traverser, plonger par-dessus la falaise dans le canyon en un contrebas. D'autres rochers s'abattirent, un bombardement constant qui défiait toute explication naturelle. Ce n'était pas un éboulement. Les éboulements ne font pas tomber un rocher à la fois avec une telle précision. Ils étaient lancés, visés, dirigés avec intention et une terrible précision. À travers le pare-brise brisé, à travers sa vision de plus en plus floue, Derek aperçut un mouvement sur la crête au-dessus. Quelque chose de massif et de sombre, droit comme un homme, mais bien trop grand pour être humain, fut visible un bref instant avant de se déplacer derrière un affleurement rocheux. Le bus heurta la glissière de sécurité en biais, et les poteaux en bois pourri se brisèrent comme des brindilles. Le câble s'accrocha un instant, crissant en s'étirant, puis se rompit avec un bruit de coup de feu. L'avant du bus passa par-dessus le bord. Derek sentit le plancher s'incliner vers l'avant, sentit la gravité prendre le dessus, et eut un moment de clarté absolue. Ils allaient mourir, tous. Ils ne pouvaient rien faire. Puis le bus s'arrêta. Les roues arrière s'étaient accrochées à quelque chose, une légère surélévation du sol.
Une dernière irrégularité de la surface de la route qui offrait juste assez de résistance. Le bus resta en équilibre sur le bord, l'avant dépassant dans le vide. L'arrière toujours sur la terre ferme, mais à peine. L'angle était sévère, peut-être 30 degrés, assez pour que la gravité essaie très fort de les faire basculer. Derek pouvait voir droit en bas à travers le pare-brise manquant jusqu'à la rivière, loin en contrebas, un ruban d'eau vive serpentant à travers les rochers. La chute était d'au moins 90 mètres, peut-être plus. Le bus craquait et gémissait, chaque son suggérant qu'à tout moment, l'équilibre pourrait se rompre et qu'il plongerait. Les cris à l'intérieur du bus étaient constants maintenant, des voix superposées s'élevant dans la terreur et l'incrédulité. Derek essaya de se concentrer, de réfléchir. Sa tête saignait abondamment là où quelque chose l'avait frappé, et sa vision continuait de s'assombrir sur les bords. Il avait le goût du sang dans la bouche. Une de ses côtes semblait cassée ou gravement contusionnée, envoyant des douleurs aiguës dans sa poitrine à chaque respiration. Mais il était conscient et il devait agir. « Personne ne bouge », dit Derek, bien que sa voix sortît faible et que son système de micro soit mort. « Restez immobiles, n'avancez pas. » Il n'était pas sûr que quelqu'un l'ait entendu par-dessus les pleurs et les cris. Le bus bougea légèrement, s'enfonçant d'un autre centimètre vers le vide, et les cris devinrent plus forts. Derek détacha sa ceinture de sécurité lentement, prudemment, chaque mouvement calculé pour éviter de déplacer son poids vers l'avant. Il devait aller à l'arrière du bus, faire bouger les gens vers l'arrière, ajouter du poids à cette extrémité avant que l'avant ne les entraîne tous. Par les fenêtres brisées entra de nouveau cette odeur, encore plus forte maintenant, écrasante dans son intensité. Et avec elle, un son. Des pas lourds sur le gravier, descendant de la crête, s'approchant du bus. Derek tourna la tête, luttant contre la douleur et le vertige, et le vit clairement pour la première fois. Il se tenait à environ 6 mètres de là, sur la route derrière le bus, étant descendu de la crête avec une vitesse et une agilité impossibles. La créature était énorme, peut-être 2,40 m, couverte d'une fourrure brun foncé qui était emmêlée et sale. Son corps était massivement bâti, avec des épaules plus larges que celles de n'importe quel humain, des bras qui pendaient plus bas que ses genoux, et des jambes aussi épaisses que des troncs d'arbres. Le visage était la pire partie. Il était simiesque mais anormal, avec une arcade sourcilière proéminente, un nez plat et une bouche pleine de dents qui semblaient trop pointues, trop carnivores, pour n'importe quel grand singe que Derek avait jamais vu dans des documentaires. Les yeux étaient petits et sombres, et contenaient une intelligence purement prédatrice, l'évaluation froide de quelque chose qui décidait comment tuer. Les mains de la créature étaient énormes, avec des doigts épais, se terminant par des ongles qui ressemblaient presque à des griffes. Tandis que Derek regardait, figé par l'horreur, la créature se pencha et souleva un autre rocher du bord de la route, un bloc de granit qui devait peser une 50aine de kilos. Elle le souleva facilement, sans effort apparent, le tenant à hauteur de poitrine. Les muscles de ses bras et de ses épaules se contractèrent. Elle allait lancer le rocher dans le bus, réalisa Derek. Elle allait finir ce qu'elle avait commencé. « Tout le monde à l'arrière !» hurla Derek, retrouvant enfin sa voix. « Allez à l'arrière du bus tout de suite! Issus de secours, sortez !» Ces mots brisèrent la paralysie de la peur. Les gens commencèrent à bouger, grimpant par-dessus les sièges, se poussant vers l'arrière du bus. Les étudiants étaient déjà à l'issue de secours, Tyler donnant des coups de pied dans la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre en grand. Le mouvement soudain fit tanguer le bus, l'inclinant de quelques centimètres de plus vers le précipice. Le métal gémit. Quelque chose sous le châssis racla contre la roche. La créature lança le rocher. Il vola dans les airs avec une précision mortelle, frappant le côté du bus près du milieu. L'impact enfonça la paroi métallique, écrasant une rangée de sièges et projetant les passagers. Jennifer Carson hurla alors que le rocher passait à quelques centimètres de sa fille Sophie. Dylan
fut projeté contre un dossier de siège, son front s'ouvrant. Mais l'effet principal de l'impact fut de faire tanguer violemment le bus, déplaçant son équilibre précaire de quelques centimètres de plus vers le bord de la falaise. Derek pouvait le sentir arriver, pouvait sentir le processus mécanique inévitable, alors que la répartition du poids passait le point de basculement. En quelques secondes, peut-être moins, ils allaient tomber. Il attrapa Harold Mitchell, l'homme âgé le plus proche de lui, et le jeta littéralement vers l'arrière du bus. Evelyn était juste derrière, se déplaçant avec une vitesse surprenante pour son âge. Patricia et Susan Reeves aidaient Jennifer à faire sortir ses enfants par l'issue de secours. Robert Chen serrait son ordinateur portable contre sa poitrine comme un bouclier, son visage vide de toute expression sous le choc. Margaret et Alice Wu aidaient Emily Thornton, qui s'était tordu la cheville dans le chaos. Tom Richardson ne se dirigeait pas vers la sortie. Au lieu de cela, il était à une fenêtre latérale, son appareil photo levé, photographiant la créature. Ses mains étaient remarquablement stables, sa concentration absolue. Derek voulait lui crier de courir, mais il n'y avait pas le temps. La créature s'approchait du bus, se déplaçant d'une démarche étrange et roulante qui couvrait le terrain plus vite qu'il ne semblait possible. Elle émit un son, cette même vocalisation profonde et gutturale qu'ils avaient entendue plus tôt, mais plus proche maintenant, assez forte pour que Derek puisse la sentir vibrer dans sa poitrine. Les yeux de la créature étaient fixés sur les fenêtres, sur le mouvement à l'intérieur, sur les proies qui tentaient de s'échapper. Elle se saisit d'un autre rocher. James Thornton ouvrit l'issue de secours du toit, celle conçue pour des situations exactement comme celle-ci. De l'air frais de la montagne s'engouffra, remplaçant l'odeur de sang, de peur et cette horrible puanteur animale. Il commença à hisser les gens, sa force athlétique étant un atout maintenant. Tyler et Chloé étaient déjà sur le toit. Brandon aidait à tirer les autres. Le bus pencha davantage. Derek pouvait entendre des bruits de grincement en dessous, du métal raclant sur la roche, des choses se brisant qui ne devraient pas se briser. Derek poussa les sœurs Wu vers la sortie, puis attrapa Robert Chen et le bouscula violemment. L'homme d'affaires trébucha, laissant tomber son ordinateur portable, mais bougea. Seule une poignée de personnes restait à l'intérieur maintenant. Tom Richardson était toujours à la fenêtre avec son appareil photo. Derek courut vers lui, l'attrapa par le col et le traîna physiquement en arrière. Le photographe se débattit, essayant de prendre une dernière photo, mais Derek était plus grand et mu par une force désespérée. « Vous êtes fou !» cria Derek directement au visage de Tom. « Bougez !» Ils titubèrent ensemble vers l'arrière. Le bus fit une autre embardée, une chute écœurante de plusieurs centimètres. À travers les fenêtres, Derek pouvait voir que les roues avant étaient maintenant complètement au-dessus du vide, suspendues dans les airs. Seuls l'essieu arrière les retenait et ils glissaient centimètre par centimètre sur le gravier. Ils n'avaient que quelques secondes. Un autre rocher frappa, celui-ci heurtant l'avant du bus où Derek était assis quelques instants plus tôt. Le siège du conducteur fut pulvérisé. L'impact donna une dernière poussée décisive. Le bus commença à basculer pour de bon, l'angle s'accentuant au-delà de toute récupération. Derek sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il s'agrippa à un dossier de siège, ses doigts se refermant sur le métal, mais le bus tombait maintenant, tombait vraiment. L'avant plongeant vers le canyon en contrebas. Derek se hissa, lui et Tom, vers l'arrière, avec toute la force qu'il possédait. Le bus était presque à la verticale maintenant, un tube de métal et de verre dégringolant dans le vide. Il pouvait voir l'issue de secours au-dessus de lui, à une distance impossible. Des mains se tendaient, James et Tyler leur hurlant de sauter, de grimper, de faire n'importe quoi. Derek posa ses pieds sur un dossier de siège, poussa, attrapa le cadre de l'issue de secours d'une main tout en tenant toujours Tom de l'autre. James attrapa le bras de Tom et tira. Derek se sentit s'élever, sentit des mains fortes agripper ses vêtements, sa ceinture, ses bras, le tirant vers le haut et dehors. Il émergea sur le toit du bus juste au moment où celui-ci devenait complètement vertical. Les personnes qui s'étaient déjà échappées se tenaient sur la route, à 6 mètres de là, hurlant et pointant du doigt.
Derek se mit sur ses pieds, accroupi sur le toit incliné. Tom était à côté de lui. James Thornton s'accrochait à la galerie de toit à deux mains, son visage blanc de terreur. Le bus glissait en arrière maintenant, la gravité l'emportant, le tirant par-dessus le bord. « Sautez !» hurla Derek. « Sautez sur la route !» Il n'attendit pas de voir si quelqu'un suivait. Il se projeta de la surface inclinée, vola dans les airs pendant un instant qui dura une éternité et atterrit lourdement sur la route de gravier. Il roula, sentit quelque chose se déchirer dans son épaule, goûta le sang. Derrière lui, le bus fit un dernier bruit de grincement, puis se tut. Il tourna la tête, luttant pour faire le point malgré la douleur et le vertige, et regarda le bus disparaître par-dessus le bord de la falaise. Le bruit qu'il fit en heurtant le fond du canyon fut énorme. Une série de fracas, de bris de verre et de métal tordu qui se répercuta sur les parois rocheuses. Des bruits plus faibles suivirent alors, que des morceaux continuaient de se détacher et de tomber, que l'épave s'installait dans sa configuration finale. Puis le silence, rompu seulement par les pleurs et la respiration lourde des survivants. Derek essaya de compter les corps, 16 passagers plus lui-même, 17 personnes au total. Il pouvait voir la plupart d'entre eux regroupés sur la route, loin du bord de la falaise. Ils étaient coupés, meurtris, saignant, mais vivant. Il essaya de se lever, parvint à se mettre à quatre pattes et vomit violemment. Le monde tourna et s'assombrit. Il entrait en état de choc, réalisa-t-il vaguement. Traumatisme crânien, possible hémorragie interne, côte certainement cassée. Il devait rester conscient, devait s'assurer que tout le monde allait bien, devait les mettre en sécurité. Puis il se souvint de la créature. Derek força sa tête à se relever, scrutant la zone avec des yeux qui n'arrivaient pas à faire le point correctement. Où était-elle? Elle était juste là, à 6 mètres, lançant des rochers. Elle venait pour eux. Où était-elle maintenant? Il vit un mouvement sur la crête au-dessus. La créature était là, debout, bien droite, se découpant sur le ciel. Même à cette distance, même avec sa vision endommagée, Derek pouvait la voir clairement. Elle les observait, sa posture transmettant à la fois satisfaction, mépris et avertissement. Elle avait détruit le bus. Elle avait failli tous les tuer, et maintenant, elle se contentait de regarder, s'assurant qu'ils comprenaient ce qu'elle avait fait. Pendant plusieurs secondes, la créature resta visible sur la crête. Puis elle se tourna et retourna dans la forêt, se déplaçant de cette même démarche, étrange et roulante. En quelques instants, elle avait complètement disparu dans les arbres, ne laissant aucune trace de sa présence, à l'exception des rochers éparpillés sur la route et du bus détruit au fond du canyon. Derek s'effondra sur le côté, ses forces l'abandonnant finalement. La dernière chose qu'il entendit avant de perdre connaissance fut Dylan Carson, le garçon de 12 ans, disant d'une petite voix terrifiée « C'était quoi cette chose ?» Derek se réveilla à l'hôpital 3 jours plus tard. Les détails de ses premières heures furent reconstitués plus tard à partir des récits des autres survivants. Quelqu'un, probablement Tom Richardson ou James Thornton, avait stabilisé la tête et le cou de Derek, lui sauvant probablement d'autres blessures. Le groupe s'était blotti sur la route, soignant les blessures du mieux qu'il pouvait avec le matériel de la trousse de secours que quelqu'un avait attrapé avant la chute du bus. Il n'avait pas de réseau mobile et aucun moyen d'appeler à l'aide. La route sur laquelle il se trouvait ne voyait peut-être que 2 ou 3 véhicules par semaine. Ils étaient piégés. C'est Harold Mitchell, l'homme âgé de Floride que Derek avait considéré comme un touriste typique, qui prit les choses en main. Harold avait été un marine, s'avéra-t-il, et il organisa les survivants avec une efficacité calme. Ils firent l'inventaire de leurs provisions. Ils créèrent un abri en utilisant des couvertures de survie. Ils établirent une rotation de garde au cas où la créature reviendrait. Ils soignèrent les blessures, gardèrent les gens au chaud, rationnèrent la petite quantité de nourriture et d'eau qu'ils avaient. La créature ne revint pas, mais ils pouvaient l'entendre. Tout au long de la première nuit, alors qu'ils se blottissaient dans l'abri qu'Harold avait organisé, ils entendirent des bruits provenant de la forêt environnante. Des pas lourds tournant autour de leur position, cette vocalisation profonde et gutturale, parfois proche, parfois distante,
toujours terrifiante. Des branches se brisant sous un poids énorme. Un bruit comme des pierres frappées l'une contre l'autre, rythmique et délibéré. L'odeur allait et venait avec le vent, cette combinaison horrible de pourriture, d'ammoniac et de quelque chose de sauvage. Personne ne dormit cette nuit-là. Ils entretinrent un feu, plus pour le réconfort psychologique que pour la chaleur, et attendirent l'aube. Tyler, l'étudiant, avait de graves lacérations et une possible commotion cérébrale. La cheville d'Emily Thornton était définitivement cassée. Dylan Carson avait besoin de points de suture sur le front que personne ne pouvait lui faire. Susan Reeves avait 2 doigts cassés. Margaret Wu avait une coupure profonde au bras qui ne cessait de saigner. Tout le monde avait des contusions, des éraflures, des blessures mineures qui, dans des circonstances normales, seraient insignifiantes, mais qui, dans la nature sans soins médicaux appropriés, pouvaient devenir graves. Le matin du 2e jour, Tom Richardson annonça qu'il allait partir chercher de l'aide. Plusieurs personnes se portèrent volontaires pour l'accompagner, mais Harold argumenta de manière convaincante qu'ils devaient rester ensemble. Les blessés ne pouvaient pas se déplacer rapidement. La route pouvait présenter des glissements de terrain ou d'autres dangers. Ils avaient de l'eau d'un ruisseau qui traversait la route à 50 mètres de là. Il valait mieux rester sur place et attendre que quelqu'un remarque qu'ils n'étaient pas arrivés à destination. C'était un argument raisonnable, mais Derek apprit plus tard qu'ils ne restèrent pas entièrement sur place. Tom, James et Tyler descendirent au fond du canyon pour voir si quelque chose pouvait être récupéré du bus. Ils trouvèrent l'épave complètement détruite, toute la structure comprimée comme un accordéon, répartie sur une trentaine de mètres de rochers. C'était un miracle que quelqu'un ait survécu. Ils récupérèrent ce qu'ils purent des compartiments extérieurs, y compris plus de fournitures d'urgence, de la nourriture et, miraculeusement, le sac photo de Tom, qui se trouvait dans une soute extérieure et avait survécu à la chute. À leur retour, Tom tremblait violemment, et pas seulement à cause de l'effort. Il avait photographié le site de l'accident, dit-il. Et pendant qu'il photographiait, il avait vu quelque chose l'observer depuis la lisière de la forêt. Elle ne s'était pas approchée, n'avait pas menacé, avait juste regardé. Lorsque Tom avait essayé de la photographier, elle avait disparu dans la forêt. Mais il était certain que c'était la même créature, et il était certain qu'elle était toujours là, quelque part à proximité à les observer. La 2e nuit fut pire que la première. Les bruits étaient plus forts, plus proches, plus agressifs. À un moment donné, quelque chose de massif se déplaça dans les broussailles, juste au-delà de la lumière du feu, assez près pour qu'ils puissent voir les branches bouger et entendre une respiration lourde. Patricia Reeves se mit à pleurer et ne put s'arrêter. Emily Thornton répétait sans cesse « Elle va nous tuer ». Harold maintint tout le monde ensemble, entretint le feu, continua la rotation de la garde. Mais même Harold semblait ébranlé. L'après-midi du 3e jour, ils entendirent le plus beau son du monde, un hélicoptère. Quelqu'un, à Mountain Vista Tour, avait finalement remarqué que Derek ne s'était pas manifesté. Les secours avaient été dépêchés. L'équipage de l'hélicoptère repéra l'épave du bus dans le canyon, puis suivit la route et trouva les survivants. En 1 heure, plusieurs hélicoptères étaient arrivés. Les plus gravement blessés furent évacués en premier. Derek était inconscient et parti avec le 2e vol. L'évaluation médicale à l'hôpital de Boise révéla que Derek avait une grave commotion cérébrale, une fracture du crâne, 3 côtes cassées, une déchirure de la coiffe des rotateurs et d'importantes contusions internes. Il avait de la chance d'être en vie. Le fait qu'il ait réussi à fonctionner après l'impact initial fut attribué à l'adrénaline et à sa formation. Il n'avait aucun souvenir des suites immédiates de l'accident, bien que ses actions à ce moment-là aient sauvé des vies. Les autorités enquêtèrent, bien sûr. Elles trouvèrent l'épave du bus, la photographièrent en détail, essayèrent de déterminer la cause de l'accident. Les rochers éparpillés le long de la route furent documentés. L'avant écrasé du bus fut examiné. La conclusion du rapport officiel fut qu'un éboulement naturel s'était produit.
peut-être déclenchée par les vibrations du bus, et que Derek avait perdu le contrôle en essayant d'éviter les chutes de pierre. Le bus était tombé de la falaise en raison d'une défaillance structurelle du système de glissière de sécurité qui s'avéra être en mauvais état. Il n'y avait aucune mention de créature, aucune mention de rocher lancé. L'enquête fut approfondie, mais finalement fade, ne s'intéressant qu'à l'amélioration de la sécurité routière et à l'évaluation des responsabilités. Derek essaya de leur dire ce qui s'était réellement passé. Il fit une déclaration détaillée depuis son lit d'hôpital, décrivant la créature, la nature délibérée de l'attaque, les bruits tout au long de la nuit. L'officier enquêteur écouta poliment, prit des notes, puis suggéra gentiment qu'un traumatisme crânien peut créer de faux souvenirs ou déformer des événements réels. Le récit de Derek fut classé comme potentiellement peu fiable en raison de ses blessures. Il fut inclus dans le dossier, mais ne reçut aucun poids dans les conclusions finales. Les autres survivants racontèrent des histoires similaires. Tous les 16 décrivirent avoir vu quelque chose sur la crête, quelque chose d'énorme et de simiesque, quelque chose qui lançait des rochers sur le bus. Tous décrivirent les bruits de la forêt pendant les 2 nuits qu'ils passèrent bloqués. Tous décrivirent l'odeur, cette terrible et inoubliable odeur. Et tous furent essentiellement traités avec condescendance et on leur dit que les événements traumatisants peuvent amener les gens à interpréter les phénomènes naturels de manière inhabituelle. L'hystérie de masse fut mentionnée, l'hallucination induite par le stress, la tendance humaine à trouver des schémas et une intention dans des événements aléatoires. Tom Richardson avait ses photographies. Il avait des dizaines de clichés clairs et détaillés de la créature pris à travers la fenêtre du bus pendant l'attaque. Il avait des images montrant son visage, ses yeux, sa carrure massive, le rocher dans ses mains. Celle-ci aurait dû être une preuve indéniable. Mais lorsque Tom récupéra son appareil photo auprès des autorités, chaque image de la créature était ruinée. Les fichiers étaient corrompus, ne montrant que du bruit statique ou du flou là où la créature aurait dû se trouver. Toutes les autres photos de cette journée étaient parfaites. Les images du paysage, de l'intérieur du bus, du site de l'accident, toutes claires et intactes. Seules les photographies de la créature étaient détruites. Tom tempêta contre des coïncidences impossibles, une suppression délibérée, des conspirations. Personne n'écouta. Derek passa 2 semaines à l'hôpital et un autre mois en convalescence chez lui. Mountain Vista Tour le licencia discrètement, prétendant que ses blessures le rendaient inapte au service, bien que Derek soupçonne que la vraie raison était le risque de responsabilité lié à l'accident. Sa compagnie d'assurance se battit pour ne pas payer ses frais médicaux, arguant qu'il avait été négligent dans sa conduite. Les batailles juridiques s'éternisèrent pendant des mois. Les autres survivants retournèrent à leur vie. Derek apprit par les réseaux sociaux et des appels occasionnels que la plupart d'entre eux luttaient. Emily Thornton développa un trouble anxieux sévère et ne pouvait plus quitter sa maison sans crise de panique. Tyler, l'étudiant, abandonna l'université et retourna vivre chez ses parents. Patricia Reeves se mit à boire beaucoup. Plusieurs survivants suivirent une thérapie pour le TSPT. Des groupes de soutien se formèrent et se défirent. Les personnes qui s'étaient liées par un traumatisme partagé découvrirent que le souvenir de ce traumatisme était trop douloureux pour être revisité. Derek essaya de reprendre une vie normale, mais la normalité n'existait plus pour lui. Il ne pouvait plus conduire. Il ne pouvait plus être dans des espaces clos. Il ne pouvait plus dormir sans faire des cauchemars où il tombait, était écrasé, où ce visage terrible le regardait par la fenêtre. Il passa des heures à faire des recherches sur Bigfoot, le Sasquatch, les observations de créatures cryptides, essayant de trouver une validation pour ce qu'il avait vécu. Il trouva d'innombrables histoires similaires à la sienne, des rencontres où des gens avaient été menacés ou attaqués par quelque chose de massif et de simiesque, des incidents où les preuves matérielles avaient disparu ou avaient été détruites,
des cas où les témoins avaient été ignorés ou ridiculisés. Rien de tout cela n'aida. La vérité était que Derek avait vu quelque chose qui n'était pas censé exister, quelque chose qui avait essayé de le tuer ainsi que 15 autres personnes, et il n'avait aucun moyen de le prouver. Les autorités avaient leur explication et s'en satisfaisaient. Le public n'était pas intéressé. La vie continuait. Et Derek se retrouvait avec des souvenirs qui le hantaient chaque jour. Des souvenirs qu'aucune explication rationnelle ne pouvait effacer. Il pensait souvent à cette créature, à l'intelligence qu'il avait vue dans ses yeux, à la nature délibérée de l'attaque. Ce n'était pas aléatoire. Elle avait choisi de lancer ses rochers. Elle avait choisi de bombarder le bus jusqu'à ce qu'il tombe de la falaise. Elle les avait suivis, encerclés, observés pendant 2 jours. Ce n'était pas le comportement d'un animal effrayé défendant son territoire. C'était autre chose. Quelque chose qui haïssait les humains ou aimait causer de la souffrance ou tuait simplement parce qu'il le pouvait. Qu'avait-il fait pour la provoquer? Ils avaient traversé son territoire, rien de plus. Ils n'avaient rien blessé, rien dérangé, rien menacé. Ils ne faisaient que passer. Et pour cela, la créature avait essayé de les éradiquer. Derek se demande combien d'autres accidents dans des zones reculées avaient des causes similaires. Combien de randonneurs qui ne sont jamais revenus avaient rencontré quelque chose dans la forêt qui ne devrait pas y être. Combien d'incidents inexpliqués étaient classés comme des causes naturelles alors que la réalité était bien plus sinistre. Le Snake River Canyon, où le bus s'était écrasé, était une zone reculée, rarement visitée, accessible uniquement par des routes difficiles. L'épave elle-même avait été enlevée par hélicoptère, les débris déblayés. En 1 an, il n'y avait plus aucun signe que quelque chose s'était passé là-bas. La route restait ouverte, utilisée occasionnellement par des chasseurs et des aventuriers. Derek entendit dire que le service des forêts avait installé de nouvelles glissières de sécurité, plus solides, comme si cela ferait une différence si la même créature décidait d'attaquer un autre véhicule. Derek ne retourna jamais dans les montagnes. Il déménagea à Phoenix aussi loin que possible de la nature sauvage et prit un travail dans un bureau. Il coupa les ponts avec les autres survivants parce que leur parler signifiait revivre cette journée, voir la terreur dans leurs yeux qui correspondait à la sienne, ressentir à nouveau l'impuissance. Il savait qu'il ne gérait pas bien les choses. Il savait qu'il avait besoin de plus d'aide qu'il n'en recevait. Mais l'alternative était d'abandonner complètement, d'admettre qu'il ne serait plus jamais entier, et il n'était pas prêt pour cela. Parfois, tard dans la nuit, Derek affichait des images satellites de ce tronçon de route sur son ordinateur. Il zoomait sur le canyon, retraçait l'itinéraire qu'ils avaient emprunté, regardait la forêt qui s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions. Et il se demandait si elle était toujours là, cette créature, vivant quelque part dans ces montagnes. Il se demandait si elle se souvenait du bus, se souvenait des humains qu'elle avait essayé de tuer. Il se demandait si elle surveillait cette route, attendant que le prochain véhicule passe, prête à lancer d'autres rochers, prête à tuer à nouveau. La version officielle des événements était propre et simple. Un bus touristique avait rencontré un éboulement. Le chauffeur avait perdu le contrôle. Le bus était tombé d'une falaise. Tout le monde avait survécu par chance et par sa vivacité d'esprit. Il n'y avait pas de monstre. Il n'y avait pas d'attaque. Il n'y avait rien qui rôdait dans la nature sauvage, à part des arbres, des rochers et des animaux normaux. Derek savait mieux. Il avait vu le visage de la créature. Il l'avait regardé dans les yeux. Il avait senti l'intelligence derrière ce regard, la conscience froide qui comprenait ce qu'elle faisait. Il avait senti sa puanteur, entendu ses vocalisations, était témoin de sa force terrible. Aucune quantité de dénégation officielle ou d'explication rationnelle ne changerait jamais ce qu'il savait être la vérité. Il y avait quelque chose dans les montagnes de l'Idaho qui ne devrait pas exister. Quelque chose de massif, de violent et d'étranger. Quelque chose qui attaquait sans provocation et tuait sans pitié. Quelque chose que les autorités ignoraient ou choisissaient d'ignorer.
Et Derek Paulson, un simple chauffeur de bus touristique qui n'avait jamais voulu rien de plus qu'une vie tranquille et sûre, porterait le souvenir de cette créature avec lui jusqu'au jour de sa mort. Il n'en parla jamais publiquement après les premiers mois. Il apprit que les gens ne voulaient pas entendre la vérité. Ils voulaient le mensonge confortable, l'explication rationnelle, l'assurance que le monde avait un sens et suivait des règles prévisibles. Ils voulaient croire que les forêts n'étaient que des endroits avec des arbres, que les montagnes n'étaient que des rochers et de la terre, que chaque son étrange avait une cause banale. Suggérer le contraire, c'était s'exposer au ridicule ou pire. Alors Derek garda le silence. Il allait travailler tous les jours, vivait dans son appartement, faisait les gestes de la vie normale. Mais une partie de lui restait dans ce canyon, à ce moment où le bus était en équilibre sur le bord de la falaise, où la mort n'était qu'à un déplacement de poids près, où la créature se tenait là, observant avec ses yeux terribles. Ce moment était figé dans sa mémoire avec une clarté cristalline, plus réelle que tout ce qui avait précédé ou suivi. Il le porterait pour toujours, avec la certitude que parfois, dans les contrées les plus sauvages, dans des endroits où les humains vont rarement, il y a des choses qui nous haïssent pour des raisons que nous ne pouvons comprendre. Des choses qui nous tueront si elles en ont l'occasion. Des choses qui existent dans les ombres et les espaces entre les explications rationnelles. Et personne qui ne les a pas rencontrées ne croira jamais qu'elles sont réelles. Derek Paulson connaissait la vérité. Et la vérité était terrifiante. Et il ne pouvait rien y faire, sinon se souvenir et avoir peur et prier pour que personne d'autre n'ait jamais à vivre ce qu'il a vécu cet après-midi de septembre, lorsqu'un monstre a lancé des rochers sur son bus et a tenté d'envoyer tout le monde à bord vers la mort dans le Snake River Canyon.